Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Peu de travaux de sciences sociales francophones ont été publiés sur le Bangladesh. Plus rares encore sont ceux concernant les minorités ethniques de ce pays. Ce livre s'inscrit donc dans un espace de recherche peu fréquenté. Cependant, d'autres motivations plus essentielles m'ont conduit à sa publication. La minorité dont il est question ici est celle des Djouma qui vivent au sud-est du Bangladesh, dans la région des Chittagong Hill Tract. J'ai accueilli dans ma famille l'un d'entre eux, alors âgé de 10 ans, arrivé en même temps que 71 autres garçons de 6 à 16 ans. C'était en octobre 1987. C'est pour cela que je me suis intéressé, depuis 30 ans, à l'évolution de ce groupe en France. J'ai participé à beaucoup de temps forts de la vie de ce groupe, et j'ai eu de nombreux entretiens avec beaucoup d'entre eux. Par voie de conséquence, j'ai aussi cherché à comprendre la situation actuelle des Djouma du Bangladesh et l'histoire de cette population. Cet intérêt m'a conduit à en faire l'objet d'une thèse de géographie sur laquelle s'appuie en grande partie ce livre comme celui à paraître. J'ai, comme d'autres familles d'accueil, compris combien cet épisode était le résultat tragique de la situation de domination dont étaient victimes les Djouma dans leur pays. En 1987, au moment de l'arrivée des 72, Madame Mitterrand alertait sur le fait qu'elle craignait de voir les Djouma victimes d'un génocide. J'ai donc ressenti assez vite le besoin de m'engager au sein d'associations qui soutenaient le combat des Djouma au Bangladesh. La thèse, comme les 2 livres qui en résultent, sont donc aussi un moyen d'attirer le regard sur le sort de cette minorité presque totalement ignorée en France. Certes, des minorités discriminées aujourd'hui sur des bases nationales, ethniques, culturelles ou religieuses existent un peu partout dans le monde. Mais pour les Djouma comme pour les autres minorités discriminées, la question se pose de savoir comment on en est arrivé à ces situations, par quels processus sociaux, au cours de l'histoire, elles ont été mises en marge des États. En d'autres termes, je cherche à décrire la fabrique d'une minorité dominée. Je préfère le terme de fabrique à celui de construction. Fabrique vient du latin fabrica qui voulait dire boutique, atelier, forge. Le mot évoque donc un lieu où sont créés des objets de manière artisanale. Le mot construction suggère un objet fait selon un plan déterminé. Fabrique invite à observer le lieu et la manière dont les choses se font, et par moments se défont. Ce terme plus modeste laisse place au hasard, à l'inachevé. En utilisant le terme fabrique, je signifie que ce processus est contingent et non orienté vers une fin. Pour résoudre cette problématique, je vais d'abord en définir les termes et préciser les concepts que je vais mettre en œuvre. Problématique et concept. Minorité. Dans le langage commun et dans les dictionnaires courants, l'idée de minorité renvoie à une infériorité numérique. Le mot dénote aussi une infériorité. En latin minor signifie moindre, Fenet et Soulier 1989. Dans les sciences sociales, face à l'extraordinaire hétérogénéité des phénomènes sociaux que l'on peut ranger sous l'étiquette de minorité, Gérard Soulier, Opcite, pages 41 à 42, doute que l'on puisse trouver un dénominateur commun à toutes les situations identifiables comme phénomènes de minorité. Dans un texte publié en 2010 par l'ONU sur les droits des minorités, Nations Unies, Haut Commissariat aux droits de l'homme 2010, les rédacteurs conviennent aussi qu'il n'existe pas de définition reconnue à l'échelon international qui permette de déterminer quels groupes constituent des minorités. Bernard Vouta et René Knouzel, 1997, considèrent même que définir en soi les minorités présente le risque de les naturaliser et d'escamoter les processus sociaux qui ont conduit à leur construction. Ce sont les relations entre groupes qui produisent dans le même mouvement, minorité S et majorité, la majorité instituant la différence comme une infériorité. Cette position rejoint celle de Pierre Georges, 1984, ou de Marek Koté, 1994. Ce dernier considère que le terme fait référence à une collectivité marginale, qui occupe une position de second rang tant au niveau social que légal, page 289. Le concept de minorité renvoie enfin, comme le remarque Gérard Soulier, à la manifestation d'insatisfaction d'un groupe du fait qu'il est en situation minoritaire et subit une infériorisation, quand il ne s'agit pas d'une pure et simple oppression. Fenet et Soulier 1989 page 40.
Les groupes minoritaires n'existent qu'au travers de leur résistance à la domination qu'ils subissent, à leur volonté d'empêcher leur relégation dans des statuts sociaux dévalorisés. En l'absence de définition reconnue à l'échelle internationale, les Nations Unies 2010 soulignent qu'une minorité peut exister même si sa réalité est niée dans l'État où elle est présente. Les documents de l'ONU s'appuient sur le principe de l'auto-identification. Les minorités existent à partir du moment où elles se perçoivent comme telles. Cette représentation d'elles-mêmes par les minorités est aussi une construction qui s'élabore au cours de leur histoire dans les relations qu'elles entretiennent avec les États ou les autres groupes sociaux. Le 18 décembre 1992, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Celle-ci appelle les États à protéger l'existence et l'identité des minorités sur leur territoire, article 1er. Cela inclut le droit de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur propre religion, d'utiliser leur propre langue, article 2. Les États doivent aussi prendre des mesures pour que les personnes appartenant à des minorités puissent exercer tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sans aucune discrimination, et dans des conditions de pleine égalité devant la loi, article 4. Enfin, les personnes appartenant à des minorités doivent pouvoir prendre une part effective aux décisions qui les concernent tant au niveau régional que national, article 2. À travers ces dispositions se lisent en creux les atteintes dont sont menacées, à des degrés divers, les minorités dans le monde. Celles-ci prennent 4 formes principales: menaces quant à leur existence et au maintien de leur identité culturelle, discrimination, mise à l'écart des décisions politiques. L'objet de ce travail sera donc d'évaluer dans quelle mesure les Djoumas du Bangladesh ont été et sont encore menacés dans leur existence et dans leur identité, en quoi ils ont été et sont encore discriminés, en quoi ils ont été et sont encore mis à l'écart des choix politiques, économiques et sociaux qui les concernent. Cela conduit à mettre en évidence les formes de domination qu'ils ont subies, et qui ont fait de cette population une minorité dominée. Comme je l'explique plus loin, c'est surtout, mais pas seulement, avec les outils de la géographie que j'aborde cette question. Les géographes qui traitent des minorités sont particulièrement sensibles aux relations des minorités au territoire. Le dictionnaire critique de Roger Brunet et al. 1992 distingue les minorités incluses au sein d'un État, celles qui appartiennent à des États proches et contigus sans avoir leur propre État et celles qui, dans un ou plusieurs États, sont détachées d'un peuple disposant d'un État. Le dictionnaire de la géographie de Jacques Lévy et Michel Lusseau 2003, page 621, associe d'emblée minorité et territoire et définit la minorité territoriale comme un groupe considéré comme suffisamment différent du reste de la population d'un État pour bénéficier ou se prévaloir d'un statut territorial spécial ou au contraire de le subir contre son gré. L'approche géographique considère elle aussi que les minorités territoriales n'existent pas en elles-mêmes mais sont le produit de contextes géographiques particuliers. Lévy et Lusseau 2003, page 622, que les découpages territoriaux mal ajustés fabriquent des minorités. La diffusion de l'État-nation occidental moderne est donc un des moteurs de la fabrication des minorités notamment à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Je cherche donc ici à comprendre comment le territoire des Djoumas s'articule au cours de l'histoire récente, dans les structures étatiques diverses qui l'ont englobé. La notion de territoire centrale dans ce travail mérite de ce fait d'être précisée. Territoire. Définir le territoire est un exercice délicat. Le dictionnaire de la géographie de Lévy et Lusseau 2003 assumait même la diversité des définitions possibles puisqu'il confiait à 3 auteurs, Jacques Lévy, Bernard de Barbieux et Jean-Paul Ferrier, le soin d'en donner 3 définitions différentes. Me rapprochant de la définition qu'en donne Bernard de Barbieux, 2003, page 910, je définis les territoires comme des espaces que se sont appropriés les sociétés, qui les ont marqués de leur empreinte, et qui constituent pour elles un support de leur identité. Une société peut s'approprier un espace par le biais d'un maillage politique, par des aménagements et par les activités qu'elle y pratique. Il y a donc 2 versants à l'appropriation. 1. Rendre propre à soi, se réserver une portion de l'espace. 2. Rendre propre à quelque chose, aménager cet espace en fonction des besoins de la société concernée. Dans le premier sens donné à l'appropriation,
Le territoire est toujours le résultat d'un rapport de force, souvent défavorable dans le cas des minorités, ou de rapports négociés avec les sociétés voisines. Ces rapports sont mouvants. Il n'y a donc rien d'éternel ou d'absolu dans un territoire. Les limites en sont souvent floues, éphémères et mobiles. Comme support de l'identité, c'est à la faveur de la très forte charge symbolique dont il est souvent porteur qu'il acquiert une valeur emblématique pour le groupe dont il est le territoire. De Barbieux in Lévy et Lusso 2003 page 912. En ce sens, il frôle l'irrationnel, il est vécu, affectivité, subjectivité, Bonne Maison 1981 page 261. Pour beaucoup de minorités et en particulier pour les peuples autochtones, le territoire peut être le support de la reconnaissance identitaire et de la participation politique. Perrier-Bruselet, 2017. On comprend dès lors les enjeux très forts liés au territoire pour les minorités. À travers leur ancrage à un territoire se joue au sein des États dans lesquels elles vivent aujourd'hui, la possibilité d'une reconnaissance pleine et entière de leur existence, de leurs différences culturelles et de leur citoyenneté. Collignon et Hirt, 2017. Au cœur du rapport de domination exercé par une majorité sur une minorité, peuvent se lire les représentations que se sont construites les membres de cette majorité sur les populations de la minorité, et sur le territoire qu'elles occupent. Préciser ces représentations, et ce que l'on entend par représentation est donc essentiel pour mieux comprendre les ressorts de la domination. Représentation. À chaque lieu sont attachées des représentations. Les représentations sociales correspondent à des formes de connaissances ordinaires solidement élaborées et partagées, et participent en outre à la construction d'une vision commune à tous les membres d'un collectif. De Barbieux in Lévy et Lusso 2003 page 791. Comme toute construction sociale, les représentations sont un acte créatif. Elles sont imprégnées de la culture propre à cette société, en lien avec son système socio-économique et sous l'influence des idéologies qui la traversent, dit Méo, 1998. Elles marquent une distance entre la chose représentée et sa représentation. Ainsi, les territoires sont l'objet de représentations de la part de populations qui sont voisines. Celles-ci ont des effets sur la manière dont s'exercent les rapports de force, ou les rapports négociés, qui existent entre populations concernant les enjeux territoriaux. Depuis les écrits d'Edouard Saïd qui en 1978, a analysé le système de représentation dans lequel l'Occident a enfermé l'Orient, et même, l'a créé, on sait que les populations en confrontation sont aussi l'objet de représentations qui impactent la manière dont elles sont en relation. Les travaux réalisés autour du concept d'ethnie comme ceux de Jean-Louis Ancel, 1990, et de Stuart Hall, 1997, ont montré comment les représentations des administrateurs coloniaux ou même des ethnologues ont produit et figé l'image des populations qualifiées d'indigènes, d'ethnies, de tribus, voire de sauvages. Ces représentations ont pour longtemps marqué les relations entre ces populations colonisées et le colonisateur. L'effet s'en est même prolongé parfois après la décolonisation. C'est de la sorte un écart, une distance qui ont été créées justifiant les formes de domination mises en œuvre. Cette mise à distance existe aussi pour bien des minorités hors du contexte colonial. Distance. Pendant longtemps en géographie la conception euclidienne du terme a dominé, la distance étant définie de manière topologique. À la suite d'Armand Frémont 1976, la distance standard a été distinguée d'une part de la distance structurale, celle des relations économiques et sociales et d'autre part de la distance affective qui intègre le rapport sensible à l'itinéraire, Bailly et al., 1992. Plus récemment, le concept est encore élargi accompagnant le développement de la géographie sociale. La distance devient alors l'attribut de relation entre deux réalités ou plusieurs caractérisant leur degré de séparation, écart par différence avec l'état de contact. Lévy et Lusso 2003 page 267. Définit ainsi toute distance est sociale. Les distances immatérielles, symboliques et imaginaires comptent tout autant que les distances matérielles. Dans la réflexion menée sur les minorités, la distance est ce qui réduit l'interaction de ce groupe social avec le reste de la société. Dans le cas théorique de l'enclavement total d'une minorité, la distance est infinie. Dans la réalité, la distance entre une minorité et le reste de la société est gérée de façon variée suivant les situations.
La mise à l'écart des minorités combine de manière diverse les mises à distance symboliques et immatérielles, et les barrières matérielles à la communication. Plan. C'est donc avec l'appui de ces outils théoriques que, dans cet ouvrage, je questionne le processus qui, au Bangladesh, a mis les Djoumas en situation de minorité. Cette réflexion est construite en 2 temps. Le premier dresse le constat de la situation des Djoumas aujourd'hui au cœur du territoire où ils vivent. Le second analyse les processus qui au cours de leur histoire ont produit leur marginalisation. Dans la première partie, j'analyse les différences entre les Djoumas et la majorité bengali. Je décris la situation de marginalisation qu'ils connaissent. Je m'interroge sur les raisons de cette mise à distance. Pour cela, je questionne la part de la position géographique frontalière des Hill Tracts sur leur mise à l'écart. J'évalue le rôle des différences culturelles, puisque les Djoumas ne sont ni musulmans, ni de langue bengali comme la majorité des habitants du Bangladesh. J'analyse ensuite les liens que l'on peut établir entre leur pauvreté et cette mise à l'écart. Pour terminer, je me penche sur les raisons qui les conduisent à se considérer non seulement comme une minorité mais plus précisément comme peuple autochtone. Dans la deuxième partie, je m'interroge sur la manière dont les Djoumas ont été infériorisés, depuis la colonisation anglaise jusqu'à 1997. Il s'agit de préciser comment ont agi les États qui se sont succédés depuis le XIXe siècle, pour mettre à l'écart les Djoumas, et comment les représentations spatiales des autorités successives ont abouti à des choix provoquant leur marginalisation. En retour, j'analyse aussi la manière dont les peuples des collines ont réagi. Dans un rapport de force qui leur est très défavorable, les formes de résistance sporadiques prennent de l'ampleur, en particulier pendant la guerre qui, de 1977 à 1997, ensanglante les Hill Tracts et les oppose à l'armée du Bangladesh. Dans la dernière partie, je questionne l'accord de paix signé en 1997 en montrant comment et pourquoi il ne met pas fin à la situation de domination de la minorité Djouma, mais en change les modalités. Les sources utilisées. Pour construire cette réflexion, j'ai essentiellement utilisé les ressources bibliographiques disponibles. J'y reviendrai plus loin. Mais ce travail a été éclairé et mis en perspective par les nombreux entretiens que j'ai pu avoir avec les Djoumas de France, qui m'ont aidé à comprendre ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre, 1977 à 1997, dans les Hill Tracts et ce qui vivaient encore leurs familles. Les contacts depuis 2012 avec des activistes Djoumas m'ont également beaucoup aidé à comprendre la littérature consultée et à répondre aux questions que je me posais. J'ai ainsi accompagné avec l'association La Voix des Djoumas, en 2012, le Raja des Chakmas, Devashish Roy, lors de sa tournée en France et auprès des instances européennes à Bruxelles. En 2013, j'ai rencontré Nirupa Diwan, une militante des droits de l'homme Djouma qui souhaitait attirer l'attention en France sur la condition des femmes dans les Hill Tracts. J'ai assisté à des ateliers de travail organisés par l'association La Voix des Djoumas en présence de militants politiques ou associatifs venus des Hill Tracts, Emrinal Kanti Tripura, Mong Chanu Chowdhury, Bablu Chakma. En 2017, j'ai eu aussi l'occasion d'écouter à nouveau Devashish Roy et Palab Chakma, responsables de l'association Kapaeng, principale organisation au Bangladesh de défense des droits des peuples autochtones, venus présenter l'évolution de la situation dans les Hill Tracts ces dernières années. En novembre 2009, j'ai eu l'occasion avec mon épouse de vivre 3 semaines dans les Chittagong Hill Tracts au sein de la famille de ma belle-fille. Ce voyage n'était pas facile car la région est étroitement surveillée. La tension y est palpable et nos hôtes craignaient beaucoup pour notre sécurité. Ce voyage m'a permis au retour des échanges plus fructueux encore avec nos amis Djouma car nous y avions désormais des repères concernant la vie dans les Hill Tracts. Cela aussi m'a permis de mieux contextualiser et comprendre les écrits consultés sur le Bangladesh, les Djoumas et la région des Hill Tracts. Pour dresser le constat de la situation des Djoumas aujourd'hui, j'ai d'abord cherché les rares ouvrages en langue française. Peu de géographes français ont écrit sur le Bangladesh. On trouve 2 synthèses de Brigitte Silberstein, 1995-2002, dans le tome de la géographie universelle intitulé Afrique du Nord, Moyen-Orient, Monde indien, Durand d'Astès et Mutin, 1995, et dans Asie Nouvelle, Fouché et Bruno, 2002. Dans le premier ouvrage,
Quelques paragraphes sont consacrés au Hill Tract, pages 426 à 427. Il n'en est pas fait mention dans le second. La rubrique Bangladesh de l'Encyclopédie Universalis, rédigée par Abaya, 2013, utile synthèse pour comprendre cet État, ne parle pas des Hill Tracts. Des articles concernant le Bangladesh existent mais ils sont souvent centrés sur les catastrophes naturelles, Ahmad 2006, Ponsley 2010, Vio et Enaimi 2008, et n'évoquent pas la situation des Hill Tracts. Mon propos s'appuie donc ici sur des ouvrages écrits en anglais, en général au Bangladesh. Le géographe Hamid Rachid, 1991, a écrit une géographie of Bangladesh très analytique, précise mais peu utilisable pour décrire la situation des populations. Je me suis davantage servi de l'ouvrage de l'économiste David Lewis, Bangladesh, Politics, Economics and Civil Society, 2011. Je me suis également largement appuyé sur un rapport intitulé Socio-Economic Baseline Survey of Chittagong Hill Tract, effectué sous l'égide de l'ONU, Barkat et al., 2009, qui dresse un portrait économique et social assez précis des Hill Tracts. En dernier lieu, j'ai eu accès aux données du recensement de 2011 en consultant le site du Bangladesh Bureau of Statistics, BBS. Pour la fabrique de la minorité Djouma, je me suis appuyé sur deux ouvrages collectifs. Le premier, The Chittagong Hill Tract, Life and Nature at Risk, Roy et Guin, 2000, a été édité par Philippe Guin, militant bangladais des droits de l'homme, spécialiste de la protection des forêts. Il a fait appel, entre autres, à la collaboration de Devasish Roy, Raja Deshakma, juriste, d'Amna Mohsin et de Meghna Guakurta, l'une et l'autre professeure au département de Relations internationales de l'Université de Dhaka. Le second ouvrage The Chittagong Hill Tract, Living in a Borderland, Van Schendel et al., 2001, est coécrit par Willem van Schendel, professeur d'histoire contemporaine de l'Asie à l'Université d'Amsterdam, par Wolfgang May, anthropologue allemand qui a travaillé sur les systèmes politiques des Hill Tracts et par Aditya Kumar Diwan, anthropologue, originaire des Hill Tracts et dont le travail de thèse porte sur les rapports entre classe et ethnicité dans cette région. Je me suis aussi largement appuyé sur les analyses politiques d'Amna Mohsin, déjà présentées, Mohsin 1997-2003. Elle a beaucoup écrit sur la question du nationalisme, de l'ethnicité et sur la situation des minorités au Bangladesh. J'ai aussi beaucoup appris des travaux de chercheurs, agronomes, historiens, écologues, anthropologues bangladais, travaillant spécifiquement sur les Hill Tracts Adnan 2004, Chapan Adnan et Dastaidar, 2011, Ahmad Estessi, 2016, Ahmed, 2017 Kalek et Guin 1995. J'ai fait aussi appel aux travaux effectués sur le terrain par des anthropologues français, Bernot, 1967-1972, Bernot et Bernot 1958, Bessénier 1960, Lévi-Strauss 1952, Allemand et Suisse, Brauns et Lefleur 1990. J'ai emprunté ensuite quelques informations au DEA d'anthropologie d'Edouard Marshall, 2002. Pour terminer, j'ai eu recours à l'ouvrage récent de Tamina Chowdhury, 2017, qui a eu accès à des sources jusque-là inexploitées et renouvelle en partie l'approche de la question de la domination. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.